Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Pilote Démarrez vos moteurs, un podcast dédié à la NASCAR présenté par Starter Jules et Marshall Marcas. Comment ça va Marshall Marcas? Écoute, très bien depuis la dernière fois, toujours heureux d'être là, un peu fatigué après une longue journée aujourd'hui, mais ça va, content. Et toi donc? Bah écoute, ça va bien aussi, ça va bien. Et aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on va vous parler de Daytona. C'est le circuit d'ouverture de la saison qui commence ce week-end entre le 14 et le 16 février. C'est également le circuit le plus prestigieux du circuit NASCAR. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Alors, auditeurs et auditrices, démarrez vos moteurs. Ok, donc on va commencer avec la présentation de Daytona. T'as quelques mots à nous dire sur ce circuit, Marshall Marcas? Ouais, bah, tout simplement, Daytona, c'est vraiment le circuit où tout a commencé. C'est vraiment le berceau de la NASCAR, puisque à la fin des années 40, c'est même le 15 février 1948 sur le Chaux Sabre de Floride qu'a commencé la NASCAR avec une victoire Ford de Red Byron à l'époque pour ce qui restera comme le premier vainqueur de l'histoire de la première division de la NASCAR. La famille Franz, qui est encore une fois à l'origine de ce sport, elle a mené plusieurs efforts pour construire ce qu'elle voulait appeler le centre mondial de la course automobile, très prétentieux mais forcément très américain. C'est devenu le Daytona International Speedway et c'est du coup la toute première course du Daytona 500 qui s'y est déroulée en 1959. Après plus de 2 jours, 3 jours, plus de 60 heures d'examen des résultats, Lee Petty est désigné comme le premier vainqueur et ça prouve que la course était déjà à l'époque extrêmement serrée. Pour l'historique du circuit, le circuit existe donc depuis la fin des années 50 comme on le connaît actuellement. Il a été resurfacé en 2010 et on peut noter une statistique assez morbide mais que mine de rien, 41 personnes sont mortes sur le circuit depuis son apparition, ce qui montre la dangerosité de Daytona et pourquoi il est impressionnant. C'est la course qu'il faut gagner puisque le prize money pour le vainqueur s'élève à 1,5 ou 2 millions de dollars en fonction. Et c'est aussi le prestige, bien sûr, d'avoir gagné la course la plus réputée qui attire les plus grandes stars, mais aussi les présidents américains eux-mêmes qui viennent faire des petits tours en limousine comme si de rien n'était. On a aussi les images les plus impressionnantes de la NASCAR et vendeuse avec les voitures qui sont roue dans roue, bumper contre bumper, comme on l'avait dit dans le premier épisode, à plus de 320 km/h et parfois à 4 de front. Depuis sa création, tenez-vous bien, 155 courses ont eu lieu au Daytona International Speedway avec également la course de l'été qu'il faut prendre en compte. Le circuit en lui-même fait 2,5 miles ou 4,023 km de long. Les virages sont à 31 degrés d'inclinaison. On est à 18 degrés dans le trioval, donc c'est-à-dire vraiment au niveau de la ligne droite de départ-arrivée, enfin la ligne en courbe si vous voulez, et 2 degrés en ligne droite. Sachant que la front stretch, donc qui vraiment fait le U du départ, fait 1,2 km ou 3800 pieds, tandis que la back straight head a une longueur de 910 mètres ou 3000 pieds. On retrouve aussi un circuit routier qui est notamment utilisé par la NASCAR pendant la crise sanitaire, donc de 2021 à 2023, et notamment par l'IMSA, puisque typiquement les 24 heures de Daytona ont eu lieu fin janvier sur le même circuit. Et ça marque bien entendu depuis le début l'ouverture du championnat et le retour aux choses sérieuses. C'est ça. C'est toujours assez étonnant. C'est dans peu de championnats automobiles où l'ouverture du championnat se fait sur le circuit le plus prestigieux. Mais c'est un truc assez américain quand même parce que il me semble qu'en IndyCar, le circuit d'Indianapolis est la deuxième manche de la saison. Oui, c'est pas tout de suite, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, ça met au moins, vous savez que vous avez un ancrage. Vous savez que Daytona arrive, c'est le début de la saison, tout simplement. C'est ça. Et ouais, donc t'as bien fait de le préciser, c'est utilisé dans plein d'autres compétitions, c'est pas seulement de la NASCAR. Et ce qui en fait que, comme Indianapolis en fait, c'est utilisé par beaucoup de championnats, du coup, c'est pour ça que ça fait partie des deux pistes les plus célèbres aux États-Unis. Donc maintenant, on va partir sur la Stage 1 avec le Green Flag. On va parler de la course pour les NASCAR Cup. Après ce magnifique lancement, on sait à Daytona, ça passe sur un autre thème, parce qu'on a les duels à Daytona.
qui sert en fait de course de qualification pour le Daytona 500, car on a 40 places. Et cette année, on a au moins 45 inscrits pour la course, avec la Junior Motorsport de Dale Earnhardt Jr. qui tentera de se qualifier avec le numéro 40 de Justin Allgaier, champion sortant en Xfinity Series. Martin Truex Jr. qui va faire son retour après sa retraite officielle la saison dernière. Jimmy Johnson sur la 84 du Legacy Motor Club. Ou encore, ça a beaucoup fait parler ces derniers temps, Helio Castroneves, 4 fois vainqueur de l'Indy 500, plusieurs fois sur le podium final de l'IndyCar, avec Penske qui ira piloter cette fois sur la 91 de Trackhouse Racing, sachant que la voiture 91 est une voiture réservée aux pilotes considérés comme les plus connus et talentueux à l'international. On a vu par exemple Kimi Raikkonen la piloter notamment en NASCAR ou Daniel Kvyat passer par là. Ouais, exactement. Et il faut bien préciser que le concept des duels à Daytona, c'est vraiment une spécificité à Daytona qui rajoute encore un peu du sel à la légende de la course. Parce qu'il y a un nombre de places limité, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres circuits. Mais c'est cool de voir aussi C'est VIP, c'est un access VIP. Vraiment, il faut montrer patte blanche pour pouvoir accéder au Daytona 500. Exactement. Mais par contre, je trouve ça cool le fait de pouvoir inviter des grandes stars internationales. On sait que la NASCAR essaie de prendre quand même un virage un peu plus international ces dernières années. Ça fait partie de sa stratégie. Mais c'est cool de voir des noms qui dépassent le monde de la NASCAR, qui, qui se testent à cette course-là. Peut-être un jour voir qui c'est Max Verstappen, vu qu'il est chez Red Bull et qu'on sait que Red Bull sponsorise, voilà, c'est un pavé lancé dans la mare, mais on ne sait jamais. Mais on a déjà entendu des rumeurs de Verstappen dans des compétitions américaines. Je sais plus si c'était la NASCAR ou l'IndyCar, mais il y a déjà eu des. Oui, pourquoi pas l'IMSA aussi, on sait qu'il est intéressé par les 24 heures du Mans, donc enfin après, voilà, c'est Verstappen, hein, il a un calendrier, c'est lui plutôt qui s'adapte au le calendrier qui s'adapte à lui que lui qui s'adapte au calendrier, mais voilà. Après aussi, ce qu'on peut dire, c'est que en termes de record de temps au tour, finalement, pour vous montrer à quel point c'est rapide, c'est en tour en course, c'est pendant le Daytona 500 de 2020, où c'est Eric Jones avec sa Toyota du Joe Gibbs Racing qui avait fait un tour en 43 secondes 682. Et en qualif, le meilleur tour en qualif, bien sûr, est moins rapide puisque vous n'avez pas la draft, vous êtes seul sur la piste, et ça s'élève à 49 secondes 136 par Michael McDowell quand il était encore chez Fontron Motorsport en 2024 avec une Ford Mustang GT avec à la moyenne de 183,2 grosso modo miles per hour, ce qui se rapproche d'une moyenne de 294,7 km/h pour vous montrer les vitesses impressionnantes de la piste. Ah, on répète que c'est quand même une piste. Les super speedway, c'est des pistes qui font plus de 3 km de long. Donc faire 3 km en moins d'une minute, ça montre quand même la vitesse à laquelle vont ces voitures. Et une autre particularité des super speedway, c'est que comme il y a des très longues lignes droites, on a aussi l'habitude de voir des gros crashs, ce qu'on appelle des big ones, qui impliquent beaucoup de véhicules. Il me semble que c'est la saison dernière. Alors je sais plus si c'était sur un super speedway, mais on a vu le record de voitures impliquées dans un crash. Il y en avait entre 25 et 30, si je me souviens pas, tu me confirmeras ça, Marcas. Mais donc bref, c'est surtout pour dire que ça arrive très souvent sur les super speedway qu'il y ait des surprises. Et ça. J'ai trouvé, c'était pas à Daytona, c'était à Talladega où l'année dernière, il y a eu à la course d'octobre des playoffs 28 voitures impliquées. Trois quarts des voitures impliquées, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Sachant qu'à l'époque, c'était 31 voitures en 2002. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, en gros, après, c'est des voitures impliquées. On ne dit pas qu'ils vont abandonner, bien sûr, hein. Vous pouvez très bien repartir, hein. Bon, après, certaines ne repartiront pas. Quand vous voyez l'état, elles sont bonnes, malheureusement, les voitures achetées à la poubelle. Mais ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de surprises et que c'est compliqué de trouver des vrais favoris à ces courses, à ce type de course sur les super speedway. Néanmoins, Marquez, on peut quand même faire ressortir quelques noms qui sont des habitués des grosses performances sur les super speedway. Ouais, c'est ça. Si on se pense sur la preview, il y a des habitués des super speedway. Vraiment, il y a des pilotes. On vous citera Ricky Stenhouse Jr., Michael McDowell, Austin Cindric qui se débrouille très bien sur les super speedway. Aussi Bubba Wallace et Kyle Busch en mention honorable. Sachant que vraiment, c'est la course des surprises, puisque régulièrement, Ty Dillon, qui est plutôt un pilote très honnêtement médiocre de la NASCAR, a fait régulièrement top 5. Corey Lajoie aussi a régulièrement fait top 5. Justin Haley,
a été gagné alors qu'il n'était même pas à temps complet, il n'était pas encore chez Spire Motorsport en 2019 lors de la course d'été. Une victoire à Daytona puisque la course avait été interrompue après le segment 2 pour orage à proximité du circuit. Donc la course, comme vous l'avez dit, avait été interrompue. Il avait gagné à l'époque dans sa saison, il n'était même pas rookie, donc c'était voilà le lieu de surprise. C'est pour ça, je pense, Starter Joe, tu me diras après, mais que je vais miser sur une performance excellente de Kyle Busch, le numéro 8 de RCR. Il n'a encore jamais gagné le Daytona 500. Il n'a pas gagné pour la première fois la saison dernière en 2024. Pour moi, il doit se ressaisir et pourquoi pas refaire une Dale Earnhardt senior qui avait gagné son premier Daytona 500 après plus de 20 participations. Je sais que toi, je sais qu'on en a parlé. T'as un autre favori, mais voilà, pour moi, c'est potentiellement Kyle Busch qui peut aller enfin gagner. Après, c'est surtout du hasard la plupart du temps. Il faut être bien placé au bon moment, mais après, une voiture, après, une fois qu'elles sont parties en spin, elles sont incontrôlables. Donc, vous pouvez très bien être pris dans un accident, comme dirait un certain Richard Virenque, qu'à l'insu de votre plein gré. Mais non, mais t'as raison de parler de Kyle Busch parce que effectivement, sa saison 2024 était, on va dire, difficile. Et c'est important pour lui de très bien débuter la saison 2025 pour se rassurer, pour montrer qu'il est toujours dans le game, qu'il est toujours capable de peser dans le monde de la NASCAR. Moi, je fais ressortir aussi un autre nom qui donne un peu la prime à l'expérience. C'est Denny Hamlin, qui est triple vainqueur de Daytona en 2016, 2019, 2020. Alors ses performances à Daytona ces dernières saisons, c'est pas terrible. Il me semble qu'il a jamais été dans le top 15 ces dernières années. Je suis en train de revérifier. Ouais, voilà, les trois dernières saisons, il fait 37e, 17e et 19e. Donc c'est pas terrible. Donc Après, en c'est général, ça dépend, tu vois, comme on disait, ça dépend si tu es impliqué ou pas dans les accidents, hein. C'est beaucoup de chance aussi, hein, par rapport à ça. pourquoi pas le voir gagner une quatrième fois à Daytona. Il connaît, ça fait de lui quand même quelqu'un qui maîtrise bien la course, les scénarios possibles. Donc il faut pas l'oublier. Même si pareil, comme comme Kyle Busch, il, il est un peu moins fort qu'il y a quelques années. Bon bah maintenant on va passer à la Stage 2, l'instant barbecue tailgate où on va s'intéresser à la course de Daytona pour les Xfinity et les Truck Series. Encore une fois, on n'est pas Madame Irma, très clairement, donc ça va être compliqué de savoir qui va pouvoir aller chercher la victoire, on va pas se mentir. Surtout que c'est l'épreuve la plus attendue que tout le monde souhaite gagner. Mais néanmoins, moi j'aurais tendance à citer Austin Hill en favori pour la Xfinity parce qu'il a 3 victoires en 7 courses à Daytona. Tout simplement, je l'ai mis aussi dans mes favoris si vous vous souvenez bien pour notre preview de la saison 2025. Sinon, il y a Ryan Sieg et Justin Allgaier qui ne seront pas sous-estimés. Allgaier sera en Cup Series, donc à voir ce qu'il pourra nous faire. Ryan Sieg aussi avec 9 top 10. Voilà, c'est pour ça. Mais je pense, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est peut-être la course d'Austin Hill. Alors juste pour préciser par contre, pour la Xfinity et la Truck Series, c'est un format de course classique, il n'y a pas de duel et de course de qualification avant la course normale, seulement des essais libres et des qualifications comme une course normale. Euh, J'avoue que Austin Hill, ça me paraît un bon favori, plutôt logique. Euh, T'as dit qu'il a gagné trois fois la course, surtout il a gagné les trois dernières courses. C'est le triple vainqueur sortant. Il a aussi gagné sur ce circuit en Truck Series en 2019. Donc c'est quelqu'un qui aime Daytona, qui connaît le circuit, qui connaît également les scénarios possibles. Donc ça fait de lui un favori extrêmement logique. Après, pour Daytona, on pourra citer rapidement que ça existe. Il y a eu 70 courses depuis 1982 en Xfinity Series. Et pour que vous ayez un ordre d'idée par rapport aux vitesses, par rapport au Daytona 500, le meilleur tour en course, c'est 45 secondes 554 par Jeffrey Earnhardt avec une Toyota en 2019 chez Jogging Racing. Et le meilleur tour de qualification date de 1987 avec une Buick Le Sabre par Tommy Houston chez Steve Arndt en 46 secondes 298, c'était 194,4 miles, soit 312,8 km/h. Donc plus rapide à l'époque, les voitures étaient différentes, les réglementations également. Et à noter aussi, on n'a pas dit pourquoi ça s'appelait Daytona 500 quand même, Jules. C'est tout simplement parce que la course fait 500 miles, 250 tours, 200 tours, pardon, excusez-moi, j'étais un peu ambitieux. Ça fait grosso modo 804 km. Voilà, vous faites une course de 804 km dans le plus grand des calmes.
Voilà. Voilà. Et pour Et pour la Truck la Truck Series, Series, c'est c'est encore plus encore plus compliqué compliqué de de dégager des noms dégager des noms que que pour pour la la Xfinity Xfinity et et la la Cup Cup Series, Series. euh, Euh, parce qu'il n'y Parce qu'il a n'y a aucun aucun multiple multiple vainqueur de vainqueur de Daytona Daytona parmi la parmi start la list. start list. Également, il n'y a Également, il n'y a pas pas de de pas vraiment pas de vraiment de régularité sur régularité des sur personnes des qui sont personnes qui capables sont de capables gagner de deux fois gagner deux d'affilée. fois Ça d'affilée. fait Ça fait une dizaine une d'années, je dizaine crois, d'années, je crois, que personne que n'a gagné personne la n'a course gagné deux la fois course deux fois d'affilée. d'affilée. Ça fait même Ça fait plus. même plus. La dernière fois, c'était en 2008, 2008-2009. Ouais, et en plus, si tu veux, typiquement l'année dernière, il y a eu 23 courses, 9 vainqueurs différents, une trentaine de pilotes qui a fait un minima un top 5, il y a eu 11 polemen, donc c'est un capharnaüm. C'est incompréhensible, easy, et c'est difficile de voir des têtes qui sortent du lot. Vraiment, si vous vous démarquez, vous savez que vous aurez votre chance à l'échelon supérieur la plupart du temps. Mm. Donc voilà, bon, on n'a pas grand chose de plus à dire parce que ça reste assez flou. Donc, alors il n'y a pas de stage 3 parce qu'il n'y a pas de course, donc compliqué d'aborder nos surprises et nos déceptions. Donc on va tout de suite passer à la Victory Lane. On s'est parti Truck Series, on va remonter tranquillement vers la Cup Series. Donc, moi, en termes de championnat Truck Series, j'ai dit que le Championship 4 verrait s'affronter Grant Enfinger, Ben Rose, Ty Majeski et Matt Crafton. J'aime beaucoup la Torsport, donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis quatre anciens pilotes de la Torsport ou trois pilotes actuels. Mais voilà, Enfinger, comme je l'avais dit dans la preview, mon pilote préféré. Il a l'expérience potentiellement pour gagner avec la CR7 Motorsport. Après, qui seront éliminés en round of fait, j'ai mis Raja Karut, Len Riggs, le rookie de l'année dernière, Corey Haim, Caden Honeycutt, puisque différents arguments, mais Riggs, un des meilleurs rookies de l'année dernière, Raja Karut, septième la saison dernière, donc il pourra s'améliorer. Honeycutt, je vois bien créer la surprise. Corey Haim, la régularité. Et après, j'ai mis Jake Garcia et Daniel Emmerich qui seront éliminés au round of 10. Daniel Emmerich, parce que quand même, il n'est pas si mauvais que ça en termes de pilote classique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces pilotes dans mon top 10 de la saison. Voilà, moi j'ai plusieurs personnes en commun avec toi. Bah, j'ai Ben Rhodes par exemple, Majeski, Haim, je suis en train de faire le tour. Riggs aussi, je le vois également dans le top 10. Enfinger, également Honeycutt. Après, j'ai plusieurs noms différents. Moi, je vois bien Sanchez aller jusqu'en finale. Et je l'ai mis troisième. Avec Christian Ekis también. Euh, Christian Ekis aussi. Que j'ai mis en finale. J'ai mis Tyler Gray et Matthew Crafton. Également huitième et dixième. Mais on a quand même pas mal de noms en commun. Je te laisse dévoiler ta liste pour la Xfinity. Alors, on va faire vite pour pouvoir vous laisser tranquille avec cet épisode, mais grosso modo, j'ai mis en finale champion Sheldon Creed, Justin Allgaier, Austin Lin et Connor Zilic. En finale, voilà. Éliminé au round of 8, Jesse Love, Sam Meyer, Brandon Jones et Sammy Smith. Et éliminé au round of 12, Sanchez, Harrison Burton, Antonio Alfredo et Brennan Poole. Connor Zilic, je le vois très haut. J'ai peut-être beaucoup d'espoir en lui, c'est peut-être pour ça, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vois bien finir en finale. Austin Hill, troisième, parce que pour moi, il a le gaillard sont quasiment certainement en finale, mais à voir en fonction de ce qui va passer sur la fin de saison. Bah, comme toi, j'ai mis Allgaier et Hill en finale. On a 10 noms sur 12 qui nous sont communs. Donc avec Allgaier, Hill, Smith, Love, Creed, Meyer, Poole, Alfredo, Zilich et Jones. Moi, j'ai pas mis Burton et j'ai pas mis Sanchez à la 11e et 12e place. J'ai mis à la place Ryan Sieg et Oniman. Je les vois bien, sans qu'ils fassent une dinguerie en playoff, qui s'y qualifient. Et pour la Cup Series, FC, donc là, c'est le plus intéressant, je pense. Champion et Championship fort, pour moi, William Byron, Christopher Bell, Ryan Blaney et Roche Chastain. Éliminé au round of 8, Joe Logano, pour les raisons encore évoquées précédemment, c'est-à-dire il ne se qualifie jamais en finale les années impaires. Tyler Reddick, Kyle Larson et en revenant, Brad Keselowski. Éliminé au round of 12, Chase Elliott, toujours régulier. Alex Bowman, c'est sa place en général. Chase Briscoe, que je vois bien faire une bonne performance. Kyle Busch, que je vois revenir également parmi les playoffs. Et éliminé au round of 16, j'ai mis Chase Van Gisbergen, Austin Cindric,
Carson Hocevar et AJ Allmendinger, notamment parce que dans les playoffs, il y a beaucoup de circuits routiers qui vont être favorables à Allmendinger, Van Gisbergen ou encore Cindric. Et Hocevar, je pense, aura la régularité et l'occasion, par exemple, sur des courses comme Bristol, Martinsville ou même Daytona ou Talladega, d'aller chercher sa qualification en playoff. Bah écoute, j'étais en train de regarder, on a également 10 noms en commun sur les qualifications en playoff. Moi j'ai mis Bell, Elliott, Blaney et Larson en finale, donc on est d'accord sur 2 noms sur les 4 en finale. Sinon par rapport à ceux que t'as dit, moi j'ai mis Dillon, Custer et Bush en round of 16, voici round of 16. Que toi t'as pas mis Keselowski en round of 12 que t'avais pas cité, et Suarez et Hamlin dans le top 8. Par rapport à toi, du coup, j'ai pas mis Reddick, j'ai pas mis ah si, pardon, Keselowski tu l'avais mis aussi, donc on en a 11 en commun. C'est quand même, on est d'accord sur pas mal de choses, même si on les a pas mis dans le même ordre. Moi j'ai pas mis Elliott, j'ai pas mis Bowman, j'ai pas mis Briscoe. Ah, il y en avait Kyle Busch aussi. Donc on en a 12 sur 16 en commun, comme on est d'accord sur beaucoup de choses. Toi tu vois Allmendinger, c'est ça. Tu vois Allmendinger 16ème, moi je le vois pas en playoff. On verra bien. De toute façon, on vous fera un suivi tout au long de la saison de qui est qualifié virtuellement pour les playoffs et est-ce que ça correspond avec nos prédictions de début de saison. Donc maintenant, il est temps de passer à la dernière partie de notre podcast, c'est l'heure de l'overtime. Et on va commencer cet overtime comme à chaque fois avec le focus pilote. C'est un numéro qu'on a tiré au hasard et on va faire le suivi du pilote en question avec un petit portrait de 3-5 minutes. Je te laisse parler aujourd'hui, Marcas, de Ty Gibbs, qui est le numéro 54 en NASCAR Cup. C'est ça, on a tiré le 54 pour cette fois. Donc Ty Gibbs, c'est un pilote qui est né le 4 octobre 2002, Charlotte, Caroline du Nord. C'est le fils de Coy Gibbs, qui lui-même est un ancien pilote de NASCAR, qui est décédé la nuit après le titre de son fils en Xfinity Series. Et c'est également le petit-fils de Joe Gibbs Racing, qui est le de Joe Gibbs, patron de l'écurie éponyme Joe Gibbs Racing, pour qui il a piloté, bien entendu, toute sa carrière. Il a commencé sa carrière Cup Series en 2023. Il n'a pas encore de victoire. Il a fait une fois deuxième en 2024 au Goodyear 400 à Darlington. Il a une pole à son actif à Charlotte avec le Coca-Cola 600. Donc on pourrait penser qu'il a cette étiquette de fils à papa comme beaucoup de pilotes payants. Néanmoins, c'est important de préciser qu'il a été champion Xfinity pour sa seule saison complète en 2022. 7 victoires et 24 top 10 en 33 courses, 2 victoires aux 2 derniers rounds. Donc vraiment, dans le money time, il a su être présent avec que des top 10 constamment. Maintenant, pour un aspect plus personnel qu'on aime bien dire, il a commencé à faire des courses en Caroline du Nord, au Speedway de Millbridge. Il aimait bien voir des tas de métaux, comme il l'a dit, aller vite. Il trouvait ça fascinant. Il conduit lui-même une Lexus. Il aime beaucoup. Il dit lui-même qu'il est très bon pilote, qu'il n'a jamais eu d'amende ou de retrait de points sur son permis. Ses passions en dehors du temps de pilotage, c'est le basketball. Il aime beaucoup regarder, y jouer, etc. Ses athlètes phares, il a eu beaucoup de héros. Il aimait beaucoup Kobe Bryant. Son pilote préféré en Formule 1, c'était à la fois Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Donc, un homme de goût, et surtout dans leur style et dans ce en quoi ils croyaient. Après, également, il aime beaucoup The Office et la série The Last Dance sur la saison des Chicago Bulls. C'est en aspect personnel forcément lié au basket. Et après, par rapport à sa saison de Cup Series, quand elle avait démarré en 2024, il disait que c'était pas idéal, bien sûr, de finir sans victoire. Mais pour lui, il a considéré qu'il avait couru très rapidement et très justement la plupart du temps la saison et qu'il avait montré une bonne performance. Et ça montre qu'il est capable de gagner. Il a dit qu'il avait lui-même été en capacité de se mettre en position de victoire plusieurs fois. Donc il est très content de sa performance. Il va juste avoir besoin de prendre soin de ça et aussi ce que l'équipe fait. Et après, il pense qu'il réussira à les gagner prochainement. Donc on le voit ambitieux. Mais voilà, personnage à suivre avec sa voiture 54 de Joe Gibbs Racing et sa voiture toute noire sponsorisée par Monster Energy.
Exactement. Et donc maintenant c'est l'heure de faire le tirage pour connaître le numéro qu'on abordera dans le prochain épisode. Et ça tombe sur le numéro 91. Alors il y a deux 91, enfin il y a des 91 dans toutes les séries, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, le numéro 91 en Cup Series il est réservé aux invités. Donc on va pas en parler parce que c'est probable que ça change de pilote très régulièrement. On pourrait faire un épisode à part entière, un hors-série sur ça, donc c'est pas nécessité Exactement. de s'intéresser sur ça. Après, on peut voir en Truck Series et en Xfinity, ça peut être des pilotes moins connus que vous aimerez peut-être. Je sais qu'en 80, typiquement, il y a Josh Bilicki, Exactement, en qui fait Xfinity. DTM Racing en Xfinity. Et Je en, passe à ça, Jules. en Truck Series, c'est Jack Wood de la McAnally Ilgerman Racing. Intéressant, des profils intéressants. On vous tiendra au courant prochainement. Voilà, on laisse le suspense, comme ça, à savoir qui on choisira entre Josh Bilicki et Jake Wood. Mais ça sera forcément l'un de ces deux pilotes dont on vous contera rapidement l'histoire lors de notre prochain épisode. Et pour terminer cet épisode, on va parler d'un record NASCAR. Cette fois-ci, on va s'intéresser au record de victoire à Daytona en NASCAR Cup. Donc, la dernière fois, on avait parlé du record de victoire au titre pilote en NASCAR Cup. Cette fois-ci, il y avait trois vainqueurs différents, enfin trois recordman différents avec 7 titres. Cette fois-ci, le premier au classement a également gagné 7 fois Daytona. Par contre, il est tout seul. Et il s'agit de Richard Petty, on en a parlé au premier épisode, parce que c'est un des co-détenteurs du nombre de titres pilotes remportant le Cup Series. Et donc il a gagné 7 fois en 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979 et 1980. Donc pendant 17 ans, il a été très régulier à Daytona. Et il est largement devant le reste du monde parce que le deuxième dans ce classement, c'est Cale Yarborough, qui a gagné seulement. Enfin, seulement. C'est beaucoup, mais par rapport à Richard Petty, c'est loin. Il a gagné 4 fois Daytona. Et Richard Petty, il a participé sans discontinuer aux 500 miles de Daytona entre 1959 et 1992. Une seule exception, c'était en 1961. Bon, il fait 57e lors de sa première participation, par contre l'année suivante ça se passe beaucoup mieux, il est sur le podium 3e. Alors il faut voir une certaine régularité impressionnante, il n'a jamais abandonné en 32 participations. Nous on vous parlait tout à l'heure des Big One, ces gros crashs qui arrivent très régulièrement sur les super speedway, lui n'a jamais abandonné à Daytona en 32 participations, ce qui est quand même assez incroyable. Par contre, il n'a connu la pole position qu'une seule fois à Daytona, ce qui a fait un fait assez étonnant pour quelqu'un qui a gagné 7 fois la course. Et néanmoins, il a été très régulier au début de sa carrière sur Daytona, beaucoup moins sur la fin. Et en tout, il cumule 7 victoires, mais seulement 11 podiums, c'est-à-dire que s'il était sur le podium en général, c'était bon, c'était tout en haut de la boîte. Par contre, il a également fini 13 fois sur 32 participations en dehors du top 20. Donc voilà. Et on fait un petit point pour terminer sur les circuits à venir, les courses à venir sur les semaines qui vont suivre après Daytona. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on va avoir des courses très diverses. Donc en NASCAR Cup et en Xfinity, il va y avoir les ovales d'Atlanta, Phoenix et Las Vegas, et le circuit routier d'Austin au Texas, qui est aussi celui emprunté par la Formule 1. Et les Truck Series, eux, ils iront seulement à Las Vegas et Atlanta. Mais donc il y a 3 ovales, mais il y en a un qui est petit, c'est celui de Phoenix, et 2 qui sont moyens à Las Vegas et Atlanta, donc ça va donner des formats de course différents à chaque fois. Ça va beaucoup alterner entre ovale, circuit routier, petit ovale, ovale moyen. Et pour déjà des considérations, le circuit des Amériques, pardon, ça sera 3,400 miles, donc 5,5 km, 20 virages, 11 à gauche, 9 à droite. Pour Phoenix, on a 1 mile, tout simplement, 8 degrés dans les virages 1 et 2, 10 degrés dans les virages 3 et 4, 3 à 10 degrés en ligne droite. Las Vegas, 1,5 miles, 20 degrés dans les virages et 9 degrés en ligne droite, sachant qu'il y a 12 degrés dans le tri-ovale. Donc voilà, c'est des ovales classiques que vous allez découvrir avec nous. Pour les détails, les pilotes les plus victorieux en général, les speedway, bien sûr, Joey Logano, 4 victoires à Las Vegas.
Pour Phoenix, Joey Logano, sur le pilote actif, 4 victoires à Phoenix. Le quota, 4 vainqueurs différents, Reddick, Chastain, Byron, Elliott. Pourquoi pas un Shane Van Gisbergen qui viendrait s'imposer dès le début de la saison, ça serait intéressant. Et enfin, à Atlanta, ils sont 4 pilotes à 2 victoires, Kyle Busch, William Byron, Brad Keselowski et un certain Joey Logano, bien entendu, qui sera dans mes favoris constamment sur ce type d'ovale. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mon cher Jules, avant qu'on se quitte sur cet épisode. Non, si juste, t'as bien fait de souligner pour le circuit des Amériques le nom de Shane Van Gisbergen, parce que comme il a fait beaucoup de circuits routiers avant de se lancer en NASCAR, il a plus d'expérience que les autres pilotes sur ce type de circuit, donc il sera certainement avantagé sur tous les circuits routiers au long de la saison. Il y en a 5 ou 6 si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, ça va être un nom à suivre à chaque course en circuit, sur les circuits routiers. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode du podcast Pilote, démarrez vos moteurs. On espère qu'il vous a plu. Donc ce podcast sera retrouvé à chaque fois qu'on publiera sur YouTube. Et en attendant, vous pourrez nous suivre sur notre compte Instagram, Pilote, démarrez vos moteurs, où on essaiera de publier des actus sur la NASCAR aussi souvent que possible en attendant le podcast suivant. Marcel Marcas, merci beaucoup, c'était un plaisir comme d'hab. Et merci à toi, Jules. Et chers auditeurs, chères auditrices, nous on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous nous écoutez. Salut!